Ah, mais t'enregistres ? Bah oui, j'enregistre. Bienvenue dans ce ciné été fermé de l'intérieur, spécial Bergues Party. Ah, tu t'y attendais pas. Ah bah voilà, ça c'est une intro en direct le plus total. Voilà, il s'y attendait pas. Voilà, je coupe le son. Et je remets le son. Et là, bonne année, Jérémy. Bonne année à tous. Voilà, alors Avec on va commencer avec un super programme aujourd'hui. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré, qu'on s'est pas vu. Hein, bah oui, nos dernières c'était sur Redwood. Ah oui, on est vieux maintenant. le temps qu'on nous sorte de l'hospice. donc, comme vous le voyez sûrement avec le titre de l'épisode, aujourd'hui nous allons vous parler de la bande à Picsou. Voilà. Donc, alors c'est donc Riri, Fifi et Loulou face au casteur. Donc c'est les casteurs juniors qui se rencontrent face au Raptou. C'est un épisode très sympathique. mais non. Alors on va vous parler de peut-être l'une des troupes comiques françaises qui alors je sais pas comment trouver mes mots là. Bah déjà troupe et comique, on va en débattre. Ah oui. Bah, c'est un comique troupier, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on va vous parler de la bande à Fifi, du nom du principal énergumène, Philippe Lachaud. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment lui le personnage principal de cette troupe ? Alors, Jérémy, est-ce que tu peux... Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Oui. Vas-y. Non, oui, ma réponse est oui. Oui, c'est lui, d'accord. Je pensais que t'allais en dire plus. Alors oui. Non, c'est lui qui est principalement à la réalisation, il est à l'écrit, il participe à la plupart des scénarios. Oui. Donc oui, non, indiscutablement, c'est la tête d'affiche, entre guillemets. C'est la tête pensante. Et retenez bien le mot pensant. c'est le penseur de Rondin. Avec son frère aussi, j'ai l'impression. Qui s'appelle... Pierre Lachaud, qui est souvent crédité au scénario également. D'accord. Voilà, donc du coup, c'est la bande à Fifi. Donc on va essentiellement faire la filmographie, donc tout ce qui est sorti en salle. On va pas forcément parler de la période Canal parce que moi je les ai pas vus. Donc voilà. Et puis on en reparlera, il n'y avait pas forcément grand chose à en dire. Voilà. Donc petite inclusion intestinale forcément sur Wikipédia. Je ne sais plus ce que je dis. Je suis en impro total. Mais un peu comme leur film. Hein. Oui. Un générique peut-être ? Un générique, j'ai pas préparé le générique là. Tu vois. là j'étais parti pour dire que c'était en freestyle. C'était en freestyle et c'était les musclés qui allaient nous faire le générique. Donc hop, est-ce que tu peux meubler pendant ce temps ? Alors Ikea, Besta. Un lit Malm. Des tiroirs Malm, une lampe Verebot, voilà. C'est le fameux Verebot trip. Vas-y, essaye de rebondir. On a presque une transition pour un des films. Bah oui. Mais attends, hop. Voilà, donc là, si vous achetez les lits, les commodes, le canapé, les étagères, Ikea, vous avez meublé. Voilà. Moi, je n'arrive plus à retrouver mon truc, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai fait du générique ? Bon, c'est pas. On va faire sans générique. Hein. Attends, j'ai un truc qui s'appelle générique.voev. Est-ce que c'est ça ? Attention. Attends. C'était bien ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Cette fois-ci, on est réellement parti, donc pas sous le nom des musclés, mais sous le nom de... D'ailleurs, il va falloir changer ce générique à un moment parce que ma fille a grandi. Voilà, donc la bande à Fifi. La bande à Fifi, alors... est-ce qu'on fait des sorties de salle avant ou est-ce qu'on enchaîne direct ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a vu beaucoup de films en salle ? Est-ce que tu as vu des choses, toi ? En salle, non. Non, mais j'ai vu beaucoup de streaming.
D'accord, mais du streaming récent ou du rattrapage? J'en sais rien si c'est récent ou pas. Don't Look Up, est-ce que ça compte ou pas? Délit cosmique avec. Ah oui, si, bah il n'était pas sorti au dernier podcast. Il était pas, bah oui, il était pas sorti, mais maintenant il est sorti. Alors, du coup, c'est nul. non, c'est pas nul, c'est pas nul, mais. C'est pas non plus le meilleur McKay. Ouais, c'est ça. Pourtant d'habitude il a la frite. Non. Alors, ça tient surtout énormément par son casting, 4 étoiles et un humour un peu pince sans rire. Et puis avec la culture woke actuelle, ça marche très très bien. Voilà, c'est cette idée que nos gouvernants ne regardent pas au bon endroit et font tout pour taire la vérité. Ou le font par intérêt. Ça marche très très bien dans notre époque actuelle, même si voilà. ça me hérisse un peu le poil à chaque fois. On est vraiment dans la satire et c'est sûr que par rapport à ses premiers films, où ça c'était vraiment de la gaudriole à fond, oui. Toute sa période Will Ferrell, etc., depuis qu'il a fait... il a vraiment fait un virage depuis The Big Short, en fait, où il s'est engagé dans une forme de... Comment dire, tout en restant dans les satires. Bon, The Big Short, on peut pas vraiment qualifier ça d'un film comique ou satirique, mais il s'est engagé dans une veine un peu plus sérieuse. Oui. Enfin, même si Don't Look Up, il y a quand même 2-3 gags. Oui. Voilà, mais des gags, par exemple, il n'y en avait pas dans The Big Short, il n'y en avait pas dans Vice. Oui. Donc, alors moi je le conseille pas forcément. Je sais que beaucoup de critiques se sont un peu tiré la nouille sur ce film. Je suis désolé de dire ça comme ça. En y voyant une grande, alors c'est pas une apologie, mais c'est une grande satire sur l'époque actuelle. Non, pas du tout. Ça marque juste une certaine vision de la société par certains. C'est pas du tout représentatif du monde actuel. C'est de l'humour bas du front tel que Hollywood peut en faire. Après, voilà, il y a quand même quelque chose de sympa à retirer. Moi, je retiens notamment le personnage de Mark Rylance, l'espèce de Steve Jobs / Elon Musk, oui. qui pour le coup, lui, est vraiment complètement pété, complètement lunaire. Mais après, c'est vrai que les interventions de Jonah Hill sont pas franchement nécessaires. Voilà, ou percutantes. Disons que c'est juste un film pour montrer que nos gouvernants sont des idiots. Et c'est tout, d'ailleurs. C'est tout. Et que vous ne serez pas sauvés par eux. Donc c'est un appel à la révolte sans proposer d'autres solutions. Ce qui est un peu embêtant. Voilà. Non, moi sinon de mon côté j'ai vu Nightmare Alley. Oui, qui est le Guillermo del Toro. Le Guillermo del Toro, voilà, qui... Enfin, j'allais dire qu'il revient à la réalisation, mais je sais pas s'il avait produit beaucoup de choses entre-temps. Voilà, qui est dans l'ensemble un très bon film. Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire, alors c'est un avis personnel, mais un peu comme tous les Guillermo del Toro, on regarde ce qu'on voit à l'écran, on se dit c'est très bien, mais une fois qu'on est sorti de la salle, voilà. Ouais. Ça nous a pas plus touché que ça. En tout cas, donc voilà, c'est l'histoire. Alors c'est un remake d'un film de 1947. C'est vrai que Del Toro avait déjà produit Don't Be Afraid of the Dark, un long métrage qui était inspiré d'une série qu'il avait terrorisé quand il était gamin. Donc réalisé par Troy Nixey. Oui. Je me souviens que c'était pas terrible d'ailleurs. Oui, il avait fait la fermeture de l'étrange festival à un moment. Et c'était pas ouf. Et donc là, il se réessaye un peu à l'exercice, cette fois-ci en étant réalisateur. Donc voilà, je veux dire, le casting est très bon. Je veux dire, on a Bradley Cooper dans le rôle principal, on a Cate Blanchett dans un rôle secondaire mais important. On a Rooney Mara. Toujours très bonne. Toujours très bien, voilà. Il y a Toni Collette également. Donc voilà, Bradley Cooper, même s'il est très bon, est limite presque trop propre pour le rôle. À savoir que c'est une sorte de vagabond qui se retrouve, engagé dans un cirque. Et donc à partir de là, il va apprendre à faire des numéros de mentaliste en quelque sorte. Et après, va voler de ses propres ailes pour, entre guillemets, essayer d'arnaquer des gens. D'accord, donc tu veux dire que c'est un vagabond trop propre, c'est dans le sens, c'est un peu un vagabond Dior, c'est ça. Alors, qui est filmé comme une pas Dior, parce qu'effectivement, il n'a pas des fringues de luxe, mais, un mec qui vagabonde et qui n'a pas le sou, mais qui fait 1m90 et qui est hyper baraque alors qu'il est censé picoler, quoi. Oui, d'accord, ok. Donc c'est ce côté-là. Après, il est très bon dans le rôle, c'est pas la question.
Non, on a aussi une réalisation très soignée de Del Toro. Par exemple, il n'y a pas un seul plan fixe de tout le film. C'est-à-dire que même quand il est en cadre qui pourrait être un cadre fixe, en fait, la caméra soit s'avance, ou par exemple, une scène dans un ascenseur, par exemple, où d'habitude on est simplement en plan fixe. Et maintenant, là, par exemple, il va avancer et puis le prendre par le bas, en fait, en contre-plongée. Enfin, c'est des mouvements souvent minimes, parfois même imperceptibles, mais en fait, voilà, il n'y a pas un plan fixe. Donc, on voit vraiment qu'il a bossé son truc. Il n'a pas juste posé une caméra. Enfin, c'est très soigné, c'est très machin. Guillermo del Toro a rarement fait de mauvais films Voilà. en tant que réalisateur. En tant que réalisateur. Et après, voilà, le seul reproche que j'aurais à dire, c'est que tout ça, en fait, c'est peut-être un peu froid. Dans le sens où on ne se sent pas impliqué émotionnellement plus que ça. C'était pas ce qu'on lui avait reproché déjà pour Crimson Peak? Alors, je ne sais pas, mais c'est moi, c'est le sentiment que ça m'avait fait aussi pour La Forme de l'eau. Oui. Où je me suis dit, bon, d'accord, c'est joli, mais ensuite. Ensuite. Ouais, non, mais je comprends, puis je vois le problème. Alors, le problème. Non, oui. Enfin, on aimerait bien avoir que des ratages comme ça. Hein. C'est ça. C'est bon, c'est pas. C'est exactement ça, parce que là, c'est vraiment du ratage de très bonne qualité. Voilà, c'est ça. J'ai vu le Spider-Man. Ah, alors. C'est pas ça que j'ai. Est-ce que ça compte réellement? Vas-y. Non, c'est un produit culturel. Alors, beaucoup se sont plaints du fan service, etc. Moi, j'ai trouvé que ça passait. Alors, si on entre dans la salle en se disant, on va voir un Marvel qui est un produit calibré. Moi, j'étais avec ma fille de 5 ans dans la salle. Et 2h30, ça passe. Ça passe. J'étais super content. Non. Si on sait qu'on va avoir un produit qui est calibré fan service, bon. Effectivement, avec le métavers, etc. Le multivers, pardon. J'étais parti sur Facebook avec le métavers. Avec le multivers où on peut faire à peu près n'importe quoi, faire intervenir des personnages d'autres franchises Spider-Man sans que, avec un petit côté ta gueule, c'est magique, c'est vrai. Mais non, mais ça fonctionne. Hein, ça fonctionne plutôt bien. Le problème de ce genre de film, c'est qu'on peut pas dire que c'est mauvais parce que c'est de l'artisanat, c'est bien foutu. Il y a rien derrière, mais il y a rien derrière. C'est un peu comme tu parlais de. Alors, je suis désolé de tendre la perche comme ça, mais c'est un peu comme tu disais avec Guillermo del Toro. C'est que c'est qu'on peut pas en dire du mal, vraiment. On peut se plaindre de 2-3 trucs, mais en vrai, c'est bien foutu. C'est bien foutu, c'est bien joué. Tom Holland est l'un des meilleurs Spider-Man. Zendaya est une bonne actrice aussi. J'ai hâte de la revoir dans la deuxième partie de Dune où elle pourra donner un peu plus que ce qu'elle a fait. Mais voilà, c'est un bon film si on veut voir un produit calibré de 2h30. Alors, j'ai vu aussi. Et alors, moi, d'une manière générale, même si les Marvel me saoulent, ce côté calibré, machin, et genre ultra facile, qui tombe souvent à plat, commençait vraiment à me saouler. Et en fait, dans tous ces trucs Marvel qui aujourd'hui ne m'intéressent plus du tout, par contre, les Spider-Man m'avaient toujours agréablement surpris. Ouais, selon moi, c'est peut-être grâce à Tom Holland et au fait que c'est quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus proche des comic books. Ça se prend moins la tête. Et alors, par contre, par rapport aux deux premiers, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une petite baisse de régime sur celui-là, dans le sens où on retombe un peu sur les travers marvelesques en mode. Ce que j'avais beaucoup aimé dans les deux premiers, c'est que l'histoire se tenait vraiment d'un bout à l'autre. Là où les Marvel, c'est souvent plus des enchaînements de scènes. Oui. Et j'ai retrouvé ce côté enchaînement de scènes dans cet épisode. En mode, alors là, il y a le passage où il est démasqué. Ensuite, il y a le passage où il se fait attaquer. Ensuite, il y a le passage où les méchants arrivent. Ensuite, il y a le passage... J'ai eu ce sentiment, en fait, de retrouver ce côté collage qui est souvent la marque de fabrique des autres films Marvel. Alors collage ou cahier des charges? Les deux, en fait. Mais j'ai trouvé que les deux précédents donnaient beaucoup plus un sentiment d'unité. Oui. Alors moi, ce qui m'a gêné... ce qui m'a le plus gêné, c'est vraiment à la toute fin du film. Alors, est-ce que je peux spoiler ou pas? Vas-y, là, depuis le temps... À la toute fin du film, en fait, c'est un retour à zéro et hop, tout badaboum, tout le monde a oublié et c'est parfait. On peut recommencer à zéro et refaire des films à nouveau. c'est beau. Voilà, il va falloir repécho Mary Jane. Non, mais c'est bon. Mais bon, en tant que produit,
Parce que là, non, mais j'ai du mal à appeler ça un film. Enfin, c'est un produit à la fois avec le bon et les mauvais côtés des choses. Pour moi, Marvel et la plupart des Disney sont des produits. C'est pas mal, c'est pas bien. Et de toute manière, là, dans ce qu'on va dire là pour la suite, dans la bande à Fifi, on va reparler de cette notion de produit de consommation courante. Je crois. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai bien envie d'en caser 2 ou 3 fois ça. Pour certains des films, alors pas pour tous, et c'est là ce qui va être surprenant. Est-ce que, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu as d'autres films à parler? Il y en a un petit dernier dont j'aimerais parler, c'est Red Rocket de Sean Baker. Ah, ça me dit rien, je ne l'ai pas vu, vas-y. Et donc voilà, un petit film dont je tenais à parler, parce que c'est vrai que Sean Baker, je l'avais découvert à l'Étrange Festival avec Tangerine. Son film qu'il avait entièrement tourné au téléphone et qui suivait le parcours d'une prostituée travestie, voilà. Travesti ou transsexuel? Travesti. Travesti, il me semblait que... Bon, c'est pas grave. Et donc, qui avait été, pour le coup, une vraie découverte. Moi, je suis pas entièrement d'accord. J'ai pas aimé. Non, mais ouais, donc Tangerine, j'avais pas vraiment aimé. Mais vas-y. Et donc là, il revient. Alors, bon, t'aimeras pas non plus celui-là. Hein. C'est pas grave. Mais voilà, ceux qui avaient apprécié le cinéma de Sean Baker jusqu'ici, donc il avait fait Tangerine et ensuite The Florida Project, continue un peu dans sa veine et il revient cette fois-ci avec Red Rocket. Donc encore une fois, c'est une sorte de plongée au cœur d'une Amérique un peu white trash, sans le côté raciste, on va dire. Mais c'est pas l'Amérique alors. Mais ouais, de cette Amérique ultra pauvre, précaire, qui vit dans des baraques sur des terrains pas entretenus, avec des maisons pas entretenues et qui ont rien à foutre de leur journée, qui essayent de vivre de petits boulots ou qui fument du crack. Enfin voilà, c'est un peu cette Amérique-là, du Texas profond, on va dire, mais paumé en fait. Paumé. Et donc voilà, une partie, on va dire, de l'électorat Trump. Et donc ça raconte l'histoire de ce type qui est une sorte d'acteur porno dont les faits d'armes sont passés. Et qui retourne, qui suite à une dispute, retourne chez son ex-femme. Et en fait, le type est un baratineur complet de A à Z. Va réussir à s'incruster chez son ex qui voulait pas de lui. Et puis, à force de baratin, va réussir à se réinviter dans son lit pour au final qu'il tombe amoureux d'une gamine de 17 ans et puis qu'il se met en tête d'en faire la nouvelle vedette pour faire son retour dans le porno, etc. Enfin, voilà, c'est un peu ce cinéma, on va dire, brut de décoffrage. Non, je pensais faire un point Jean-Luc Lahaye avec... mais non. Il attend qu'elle ait 18 ans pour coucher avec. Ah, d'accord. C'est pas Jean-Luc Lahaye alors. Il a refusé le rôle. Et donc voilà, avec Simon Rex dans le rôle principal, qui est très très bon d'ailleurs dans ce rôle. Alors, je connaissais pas Simon Rex d'ailleurs. Alors, donc qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On va en profiter que nous sommes face à... donc Simon Rex. Rex. Comme Rintintin. Comme Rintintin. Alors, donc Simon Rex, qui est acteur, animateur télé, rappeur et mannequin. Et ancien porno gay. Ah oui, bon, c'est pas grave ça. Donc, il a joué dans le Scary Movie 3, 4 et 5. D'accord. Donc il a la constance. Donc il a fait effectivement, donc il était dans Young and Hard and Solo 2, Young and Hard and Solo 3, Hot Session 3, Hot Session 11. Non, ça c'est sa carrière porno. Donc il a fait de la pornographie gay, mais c'est pas grave. Il était dans Scary Movie. Ceux qui connaissent, c'était la version des frères Wayans de Scary Movie. Non, c'est pas forcément une bonne référence. Voilà, bon, il n'a pas une carrière très, très marquante, on va dire. Il était dans Projet X. Ouais, mais dans un petit rôle, quoi. Il était dans Scary Movie 3, 4, 5, dans 2 rôles différents d'ailleurs. 3 et 4, George Logan, et 5, Dan Sanders. Ah, si, il a joué dans The Karate Dog. Ah ouais, donc, ouais, bon, je... Enfin, voilà. En tout cas, ceux qui aimaient jusque-là le cinéma de Sean Baker pourront y aller les yeux fermés et continuer dans la droite lignée de ce qu'il a fait jusque-là, en s'intéressant à cette espèce d'Amérique délaissée et comment dire, c'est ça, cette Amérique délaissée. D'accord. Donc toujours le même principe, filmé un peu avec du 16 mm, avec du grain, très près.
voilà, on est vraiment sur du porté à l'épaule, ce genre de choses, quoi. Et sauf que là, voilà, c'est le portrait d'un connard qui charme à la fois le spectateur et les personnages du film, jusqu'au moment où on se rend compte que c'est bel et bien un connard, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ok. Donc, tu conseilles ce film alors? Oui, pour ceux, voilà, pour les fans de ciné indé US et ceux qui avaient déjà aimé Sean Baker auparavant. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres films? Non. Bon, on va passer. On va passer donc à notre sujet principal, qui est tout simplement la bande à Fifi. La bande à Fifi. Est-ce qu'il y a des barres d'acier ou pas? Non, mais il y a pas non plus de... Ah si, il y a Riri, Ah, mais je vois pas de Loulou. Ah, bon, on va trouver un loulou. Alors, qui pourrait être loulou? Tariq Loulou Lali. Parce qu'on peut avoir Riri Kérissi, mais... Ah oui. Mais Loulou, je vois pas. Alors, si vous êtes producteur, essayez de nous proposer un trio Riri, Fifi, Loulou. Voilà. Histoire qu'on puisse faire des blagues. Exactement. C'est comme ça que ça va marcher. C'est la raison d'être de ce podcast à la base. Hein. Ah oui, c'est caser nos blagues de merde derrière des faux sujets. Voilà. Donc du coup, la bande à Fifi. La bande à Fifi, donc qui s'était fait connaître apparemment. Apparemment, parce qu'on ne les a pas vus nous. Voilà, dans le Grand Journal où il jouait des sketchs. Mais on va dire que contrairement à d'autres pastilles du Grand Journal, c'est pas franchement passé à la postérité. Oui, après ils sont rentrés au théâtre apparemment en 2008, donc Qui a tué la mort, une comédie produite par Dominique Farrugia, donc toujours Canal+. Enfin, ou Cuisine Plus, Dominique Farrugia, je crois d'ailleurs. En 2009, alors là on est sur la page Wikipédia, hein, donc cherchez pas. En 2009, Christophe de Chavannes leur demande de présenter l'adaptation française de Bibliothèque silencieuse. C'est alors que la troupe participe au programme Double 9. Chut. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut intéresser parce que les enfoirés, on s'en fout un peu. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout. Ouais. Mais... Et donc, la bande s'est surtout fait connaître en 2014 avec la première réalisation de Philippe Lachaud, donc qui est un peu la figure de proue. Ouais. Même s'il est blond. Celle-là, j'ai pas vu venir. Et tu chauffes. Chauffe Marcel. Tu la chauffes. Tu la chauffes ou la froid. Non, mais... Et même si c'est Babysitting qui a été le déclencheur un peu de la Fifi Mania, on va dire. Oui. Enfin, peut-on en parler de Fifi Mania, mais... Il y a eu un film avant. D'ailleurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement, c'est que le début du succès n'est pourtant pas le début des aventures cinématographiques de la bande. Oui. Alors, parce qu'en 2013, il y a eu... alors, c'est le film qui a le moins... Non, c'est pas le film qui a le moins rapporté. C'est le film qui a le fait moins d'entrées, j'ai l'impression. Non, parce qu'il y a eu... c'est celui-là qui a fait le moins... Ah oui. Non, c'est l'avant-dernier des films qui a fait le moins d'entrées. Donc, Paris à tout prix, qui... alors, réalisé par Rim Kérissi, j'en perds mes mots tellement... Voilà, qui est pour moi... Finding Memo. Finding le monde de Memo. Ça ferait un très bon titre de chanson de Cindy Sanders. Ah on va lui proposer. Et dis-moi, mais c'est peut-être parce que tu as la gorge sèche. je ne relèverai pas. Ah non, je te demandais si tu voulais boire un coup. Ah oui. C'est une idée. Moi, dès qu'on parle de gorge sèche, j'ai toujours des idées un peu bizarres. Ah là là, le premier Paris. Paris à tout prix. Paris à tout prix, effectivement, qui est donc le premier film. Alors, on l'inclut dans la filmographie de la bande à Fifi. Mais c'est compliqué. Mais voilà, mais en même temps, pas tant que ça. Bah oui, parce qu'il est bon. Alors, Paris à tout prix, donc... Désolé, c'est sorti tout seul. Non, mais sinon, quasiment toute la bande est présente. Hein, donc, alors, dans des petits rôles. Film de Rim Kérissi, coécrit par Rim Kérissi et Philippe Lachaud. Et sinon, donc, Rim Kérissi qui tient également le rôle principal du film. Ouais. Et donc Philippe Lachaud se contente d'un second rôle. Non, c'est dans l'autre, il a vraiment un tout petit rôle. D'un tout petit rôle, c'est dans celui-là où il écrit un film de super-héros.
Alors, je sais qu'il écrit un film, mais je ne sais plus de quoi. Un film de super-héros. Notez bien ce détail, ça va être important pour la suite. Donc, petit résumé vite fait. Donc, Rim Kérissi, c'est l'histoire de... Mince, comment il s'appelle déjà? C'est l'histoire de Maya. Maya, voilà. Maya, une styliste qui est un peu en mode full beach. C'est ça. Avec ses copines. Voilà, qui passe son temps à faire la fête et machin, et qui d'un seul coup on découvre que elle est marocaine et son titre de séjour est expiré, Oui. et donc retour au pays. Ouais. Donc on le découvre après qu'elle ait franchi la ligne blanche. C'est vrai. Bah si, par un contrôle routier. Oui. Parce qu'elle a franchi une ligne blanche. Exactement. Voilà, non, c'est tout. Dans mes blagues, il y a des trucs justes des fois. Voilà. Donc c'est un film. Alors. C'est une comédie, mais pas une comédie dans le sens pipi caca prout prout. Oui, c'est une comédie de haute tenue. Hein. Alors, c'est sur la. Bon, c'est avec quelques trucs un peu faciles sur la différence entre France et Maroc. En gros, elle retourne au Maroc. On se rend compte qu'elle a des relations conflictuelles avec sa famille, qu'elle n'a qu'un seul souhait, c'est de repartir du Maroc aussi vite qu'elle le peut. Ouais. Bon, évidemment, c'est pas aussi facile, et on joue également sur le décalage entre le train de vie qu'elle avait à Paris en mode jet set et compagnie. Et une image du train de vie marocain. Oui, ils n'ont pas forcément ils n'ont pas forcément la 5G. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, plus un abcès à crever avec son père qui l'ignore complètement à son retour. Et puis aussi une relation un peu bizarre avec le frère, joué par Tarek Boudali, un autre de la bande à Fifi. De la bande à Fifi. Voilà. Alors, donc, c'est l'un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur film de la bande à Fifi. Je vais dire ça comme ça. C'est celui qui est un petit peu à part, parce qu'en fait, on sent réellement la patte d'une réalisatrice derrière. En fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que même s'il y a quelques facilité un peu dans le scénario. Par exemple, à la fin, évidemment, son père finit par accepter, puis elle se marie. Voilà, et donc en fait, il n'y a pas ce déclic qui fait qu'on comprend pourquoi le père lui pardonne. Juste, à un moment, il lui a balancé ses 4 vérités. Et puis, c'est subitement d'un coup, ah tiens, finalement, ma fille, je suis là, je te soutiens. Donc, il y a quelques facilités scénaristiques, mais on ressent par contre une vraie sensibilité. Ouais. Mais mais pour un premier film, c'est un très beau premier film. Voilà, il y a une sensibilité dans l'écriture de ces personnages, même les plus caricaturaux. Oui. Voilà, on ressent effectivement un vrai cheminement de l'héroïne. Non, il est bien écrit, bien pensé. Ça surprend même par rapport au reste des films dont on va parler. Disons qu'il évite les gags faciles. Ouais. Ça aurait pu très bien être des gags assez lourds en mode, comment dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour jouer sur les différences culturelles, en mode tralala de soin, oh là là, Kofi il parle comme ça avec un gros accent, et Christian Clavier qui a son terme bourgeois. Non, il n'y a pas de Christian Clavier, s'il te plaît. Et en fait, non, je veux dire, il y a bien des gags où effectivement son frère s'amuse à lui faire croire que le Maroc il est 20 ans en arrière pour qu'elle aille faire caca dans les buissons au lieu d'aller aux toilettes. Mais c'est pour lui faire payer, entre guillemets, le fait qu'elle donne jamais de nouvelles, qu'elle se soit coupée de sa famille un peu, etc. C'est pas du ressort de la grosse gaudriole en mode des blagues prout-prout, quoi. Ouais. Non, mais pour moi, c'est vraiment le haut du panier de ce qui était proposé. Alors, petite note, en fait, Rim Kérissi, elle est tunisienne. Elle n'est pas marocaine. Donc du coup, ça reste un rôle de composition. je tenais à le noter. C'est important. Non, mais... Oui, non, puis après, il y a quelques réalités aussi qui sont abordées. Par exemple, la difficulté d'avoir un visa de l'ambassade par rapport au consul. Alors, j'allais dire les préfectures, mais bon, là-bas, c'est le consulat. Mais je veux dire, c'est pareil ici en préfecture. Il faut se lever tôt et faire la queue à 5h du mat pour avoir peut-être ne serait-ce que l'espoir de pouvoir rentrer, déposer son dossier. Oui. D'ailleurs, au consulat, c'est Lionel Astier qui est présent. Qu'on retrouvera d'ailleurs dans les autres films, dans l'autre film de Rim Kérissi, oui. Voilà, notez également la présence de Stéphane Rousseau, qui était son compagnon à l'époque. Je te laisse là-dessus.
Donc voilà, Stéphane Rousseau dans le rôle du styliste et Julien Arrouti qui fait l'assistant de Stéphane Rousseau. Donc Julien Arrouti, c'est le troisième larron du trio principal de la bande à Fifi. C'est celui dont on retient jamais le nom mais qu'on voit toujours à l'écran. Oui, c'est celui qui est drôle. c'est celui qui est plus en retrait que les deux autres en fait. Ouais. Donc ouais, alors ça a été assez surprenant parce qu'effectivement c'était beaucoup plus, enfin il y a une petite sensibilité. En fait, rien que le fait qu'il y ait une sensibilité par rapport aux autres films, ça dénote. Et puis honnêtement, alors je le dis et le redis, c'est le haut du panier de ce qu'on va parler. Voilà, et puis même dans l'écriture, évidemment à un moment il y a un love interest qui se crée. Oui, la façon dont ça se déroule, c'est très naturel en fait. Oui. C'est pas forcé, il y a quelque chose voilà, de... C'est du réalisme, on est sur un néo-réalisme italien à la mode marocaine. Non, c'est une bonne comédie. Alors, qui on a parmi les autres acteurs ou actrices? Donc, on a Shirley Bousquet de Caméra Café. Oui, qui est styliste concurrente. On a Stéphane Rousseau, on en a parlé. Salim Keshiouch, donc qui joue le love interest, c'est celui qui faisait le cousin dans Mektoub My Love, le Keshish. Tu veux m'énerver tout de suite. Donc il y a Alex Lutz qui joue le styliste en chef. Pomme Clémentif aussi. Qui joue une des bitches de l'agence. Qui joue une des bitches qu'on retrouvera plus tard en Gardien de la Galaxie. Tout à fait. Après un passage par les Kaira, je crois. C'est ça, oui. Tony Saint-Laurent, François-Xavier de Maison aussi, qui va devenir un habitué aussi. Oui, un habitué de Rim Kérissi. Parce qu'en fait, alors on en parlera au deuxième sur le fait que j'ai l'impression qu'il y a deux groupes dans la bande. Ouais, c'est... Rim Kérissi appartient à la bande à Fifi, mais appartient aussi à un autre groupe. Elle s'est créée sa propre famille, on va dire. Voilà, qui revient dans les autres films de Rim Kérissi où on voit qu'effectivement elle est dans plus... l'autre film de Rim Kérissi. Voilà, on voit qu'elle est plus pote en fait avec François-Xavier de Maison et Lionel Astier qu'avec Philippe Lachaud et Tariq Boudali, quoi, par exemple. Mais on en a parlé un petit peu hors micro, mais pour moi... c'est peut-être parce que son humour est légèrement différent de celui de Philippe Lachaud et de Julien Arrouti et Tariq Boudali, ce qui fait que la patte marche peut-être moins bien ou est moins évidente, on va dire ça comme ça. Disons qu'on parle de comédie, mais c'est pas une comédie dans le sens éclat de rire tous les 5 minutes. Voilà. C'est vraiment c'est une comédie posée. Posée, fine, délicate, avec des belles lumières. Voilà, en fait, on utilise souvent le terme comédie en raccourci pour dire un film drôle, mais en fait, on oublie que tel film vont être des comédies dramatiques ou des choses comme ça. Donc Agnès Jaoui, c'est des comédies. Voilà. Aussi bien que Woody Allen. Donc, Shoah de Claude Lanzmann, ce n'est pas une comédie. Il y a des nuances à avoir entre 50 nuances. C'est drôle. non, mais c'est parce qu'effectivement, dans le terme comédie, ça va des Monty Python à Woody Allen, à beaucoup de choses. Et effectivement, il y a un petit décalage entre ce que fait Rim Kérissi et le reste de la bande. Et c'est c'est pas négatif, mais c'est bien. Et surtout que, comme on disait en ouverture, en fait, c'est le film suivant qui a vraiment lancé, entre guillemets, la bande à Fifi. On pourrait tout à fait croire que ce film-là, en fait, ne faisait pas partie de cet univers. Oui, c'est possible. Même si, on va y revenir, pour moi, il y a un Lachaud Universe. Lachaud Cinematic Universe qui se met en place parce qu'il écrit parce que dans ce film-là où Philippe Lachaud a un rôle totalement secondaire, il écrit un film de super-héros qu'on retrouvera dans le tout dernier qui vient de sortir en salle cette année. Magie du calendrier. Voilà, magie. À croire qu'on a choisi Express Thème. Ouais, oui, c'est incroyable. Mais parce qu'on est bon, voilà. Et parfois il faut dire les choses comme ça. Alors, donc nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013 et tout de suite les choses sérieuses. Façon de parler sans manquer de respect à Rim Kérissi. Les choses sérieuses commencent en 2014 avec la sortie de Babysitting. Voilà.
Alors, faut savoir que... Alors, qu'est-ce que le babysitting? Le babysitting, c'est l'acte de garder un enfant, de faire garder un enfant chez soi pendant que les parents s'amusent et vont se bourrer la gueule à l'heure. Voilà. Donc voilà, donc babysitting, donc là cette fois-ci, c'est le premier entre guillemets carton au box-office pour la bande à la show. Et c'est comment dire, alors voilà, on voit que Very Bad Trip et Projet X sont sortis quelques années avant. Voilà. En fait, d'ailleurs, dans la construction du film en lui-même, c'est Very Bad Trip. C'est Very Bad Trip. C'est en fait, petit à petit, on découvre ce qui s'est passé dans la soirée. Voilà, donc... Et donc c'est Projet X aussi, parce que c'est filmé par l'intermédiaire d'une caméra qui a tout filmé. Et voilà, et parce qu'il y a une grosse teuf. Voilà, aussi. Qui dégénère. Oui. Et avec une piscine avec des gens qui tombent dedans. donc babysitting, réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Benamou. Alors, Nicolas Benamou, qui n'appartient pas à la bande à Fifi, mais qui a fait quand même pas mal de saloperies. il a fait le clip Parle à ma main pour Fatal Bazooka. Voilà. Il a fait à fond avec José Garcia. Est-ce qu'il y a besoin de Mystère à Saint-Tropez? Mystère à Saint-Tropez. Voilà, donc un grand réalisateur qui... Non, bon, je sais pas de quelle taille. Donc voilà, sur un scénario de Philippe Lachaud. Et donc voilà, l'histoire d'un jeune homme qui rêve d'être auteur de BD, mais qui n'est que standardiste dans une maison d'édition. Ouais. Qui se retrouve contraint de garder le jour de son anniversaire le fils du patron, qui veut partir avec sa femme. Sachant qu'il a des potes un petit peu inconséquents qui vont venir faire la chouille sur son lieu sur le lieu où il garde l'enfant. À la maison de son patron. Voilà, et donc on commence le film, entre guillemets, la maison est saccagée, et là il découvre une caméra. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, et donc on assiste à la vision en direct du saccage en règle de l'appartement. Enfin, du saccage de l'appartement et de la petite virée dans à la foire du trône. Oui, mais alors tout ça, Mathieu, est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est bien réalisé? Alors, bien réalisé, je n'irai pas jusque-là. Drôle, il y a certains gars qui font mouche. Oui. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que à force d'accumulation, c'est un peu comme fait les As. C'est-à-dire, on en fait, t'auras forcément de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera notre bonheur. Voilà. Ils font comme Zaz, c'est-à-dire qu'ils ne se lavent plus les cheveux. Non, les Zaz, Abraham Zucker, les réalisateurs des Y a-t-il un pilote de l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver, je sais pas. L'humanité avec Sophie Winter. Voilà, c'est ça. En fait, à force de faire de l'accumulation de blagues, t'en as forcément qui touchent. Donc on va forcément, même si le gag du perroquet te fait pas rire, le gag de la mousse, ça va marcher. Enfin bon. Voilà, le gag du Mario Kart va marcher. Voilà. Alors. Ouais. Donc c'est le gag de se faire courser par... c'est pas drôle ce que je vais dire là. Non, mais ça va marcher. Voilà, la maison qui est détruite, ça va marcher. Le gag de lancer un gamin dans la flotte, ça va marcher. Voilà. Le gamin qui disparaît, qui menace, enfin qui fait du chantage à son gardant, à son babysitter, ça marche, ça va marcher. Donc tout ne marche pas. Mais voilà, après, on en reparlera plus tard, une fois qu'on aura passé en revue un peu tous les films. On est sur un film qui dure moins d'1h30. Et c'est bien. Voilà, et donc j'ai envie de dire, même si ça marche pas, ça passe vite. Le rythme, il est ultra cuté. Oui. Peut-être pas assez. En tout cas, effectivement, comme tu dis, il y a des gags où forcément il y en a un qui va marcher aussi parce que c'est truffé de références en fait. Oui. Alors je sais pas vous qui nous écoutez, mais nous on est à la moitié de la trentaine là actuellement. Clairement. Que nenni, j'ai 18 ans. Alors ça veut dire que c'est pas très légal ce qu'on a fait l'an dernier. Ah merde. Donc on a fait quoi, je m'en souviens même plus. Justement, parce que j'ai bien rempli ton verre. Merde. Voilà.
Donc, Essaye de rebondir après ça. oui, donc voilà, nous, entre guillemets, c'est des gens qui ont à peu près nos âges et qui donc font des références qui nous parlent. Voilà, il y a les références à Mario Kart, évidemment. Ouais. Bah, les références à Very Bad Trip, les références, Les références à Very Bad Trip. Alors, ça va surtout encore plus se prononcer après. où là, clairement, alors, on va évoquer une certaine série policière du matin en dessin animé, Nicky Larson, parce qu'on va en parler. Donc Oui. là, ça sera essentiellement, ou alors les films de super-héros comme dernièrement, ça va être truffé de références Référence pop, en fait. de pop qu'une certaine génération va avoir, mais pas forcément toutes les générations. Et c'est là ce qu'on va peut-être reprocher, mais on met un petit peu la charrue avant les bœufs, je crois. Disons qu'il ne faut pas en parler tout de suite. Il faut d'abord terminer de traverser leur filmographie avant de parler global, on va dire. C'est ça. Think local, act global. Oh, tu le dis super bien. Voilà, donc c'était babysitting. Voilà, et donc, alors après, moi je sais pas toi, mais j'ai quand même passé relativement un bon moment dans ce film. Bah oui, parce que c'est bien fait. Puis Voilà. Il y a des conneries marrantes quand même par moment. Bah oui. Donc en fait, si on cherche pas plus, c'est parfait. Mais en fait, c'est comme en début du podcast sur les Marvel, c'est que c'est de l'artisanat. Enfin, c'est de l'artisanat à moins gros budget. Donc voilà. Mais c'est de l'artisanat, c'est-à-dire que les gars font mouche. Et donc on peut pas leur reprocher de vouloir faire rire et d'y arriver de temps en temps. Et alors, ça je le garde pour plus tard, mais très important, on souligne la présence de Gérard Jugnot dans un second rôle. Oui. Voilà, mais ce sera pour le global, on va dire. Quand on va reparler de tout ça. D'accord, ok. Oh, là, c'est pour parler de la série Amazon Prime. Pas du tout. Non, c'est une sorte de... pour parler un peu du Lachaud-Verse en général. D'accord, oui, non, mais moi je pense qu'il y a vraiment un Lachaud cinématographique, Lachaud Universe. Donc voilà, après en fait, on est clairement, et ça va se confirmer au reste de la filmographie, sur des films de potes en fait. Oui. De la même manière que, alors la comparaison est un peu trop flatteuse pour ce niveau-là, mais de la même manière que Sam Raimi a pris sa caméra et est allé dans les bois et a fait Evil Dead avec ses copains, là en fait c'est Lachaud et tous ses copains qui se sont dit tiens, toutes nos conneries du quotidien, on va les porter à l'écran en fait. Ah ouais. Oui, là effectivement tu pousses le bouchon un petit peu loin, Maurice. Voilà, et en tout cas carton en salle. Alors carton je sais pas, mais ça fonctionne bien. Ça même fonctionne très très bien parce qu'on atteint plus du million d'entrées. Tu l'as passé carrément, hop, il est en train de casser le micro. Ça m'énerve tellement. Ouais. Plus de 2 millions d'entrées d'ailleurs, voilà. 2 300 000 entrées, donc c'est pas encore le meilleur score. Hein. Et 20 millions de recettes en dollars. Ah ouais, ce qui est pas mal. En tout cas, le succès est au rendez-vous. Je veux dire, on est quand même à 5 fois plus de spectateurs que Paris à tout prix. Voilà. Et le succès est tellement au rendez-vous que, un an après... Dès l'année suivante, on enchaîne sur un Babysitting 2. Voilà. Une suite se passant au Brésil. Au Brésil. Donc, toujours co-réalisé par Benhamou et Lachaud. Avec les mêmes. Alors, cette fois-ci, il y a plus de monde au scénario, quand même. Parce que Julien Arrouti met sa patte. Après, il y a Pierre Dudant. Je ne sais pas. Pierre Lachaud aussi. Alors, Pierre Dudant, c'est assez intéressant parce que c'est un acteur-chanteur, donc il est mort en 84 avant la sortie du film. Je crois que la page Wikipédia est drôle. Alors, comment a-t-il pu participer au scénario de Babysitting 2 je crois que quelqu'un s'est marré sur la fiche Wiki. voilà. Comme quoi, on a découvert des conneries. Vous venez de découvrir en direct des conneries. Donc voilà, Babysitting 2, donc là on reprend un peu où s'était arrêté le premier, c'est-à-dire qu'à la fin du premier, le héros conquiert la meuf de ses rêves, oui. Joué par Alice David de Bref. Oui, donc là, il décide d'aller voir ses beaux-parents, enfin ses futurs beaux-parents. Enfin, pas encore. En la personne de Christian Clavier. Voilà, elle l'emmène au Brésil rencontrer son père qui gère un hôtel écolo au Brésil. Donc Christian Clavier. Et vous imaginez bien que
comme dans tout ce que fait Christian Clavier, c'est le point faible du film. Alors là clairement, on reprend les mêmes et on recommence en fait. Il est toujours ce jeune homme un peu gauche. Là, au lieu d'être maladroit et devant la fille qu'il aime et de pas pouvoir et de chercher à la conquérir, là cette fois il va être maladroit devant la famille de sa bien-aimée. Ouais. Et puis sinon c'est vraiment en fait là c'est un copier-coller. C'est un copier-coller dans le sens où on retrouve le Very Bad Trip, on retrouve parce que on retrouve la redécouverte de ce qui s'est passé pendant les 2 jours d'absence. On retrouve la caméra qui est retrouvée. Alors ça par contre. Alors je vous fais la situation. Donc il saute d'un avion et la caméra tombe pile au bon endroit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Enfin, il tombe quand même pile sur la bonne plage aussi de l'avion. Oui. Et donc il passe au bon endroit et puis la caméra est pile. Enfin, Non, comment vous expliquer ça? Il retourne à l'hôtel, il se bouscule, c'est là que les caméras tombent. Ouais, c'est là que les caméras tombent et puis elle filme quand même pile le bon endroit. Oui, oui, mais bon. Pour le gag. mais voilà, c'est la même recette mais au Brésil. Alors cette fois-ci, c'est Mémé qu'ils ont perdu. Alors, non, je me trompe. Si, ils n'ont pas perdu. Non, ils se sont perdus parce que. Oui, ils se sont perdus, oui. Parce que Mémé, donc ils la perdent pendant un moment où elle part en radeau sur l'eau, mais elle la retrouve assez vite. Hein. C'est pas donc mais ils doivent garder Mémé, donc c'est du babysitting de Mémé. Voilà. Mais donc voilà, en fait, ce qui devait être à la base une randonnée paisible, en fait, il se rend compte que ses potes, en fait, ont organisé une excursion dans des grottes, machin truc, sans lui dire. Pour rencontrer d'autres meufs en fait, et donc c'est comme ça que ça dégénère cette fois-ci, sachant que la bébé c'est Valériane de Villeneuve qui est née à Boulogne. Voilà. Mensonge. Elle est toujours pas morte. Et voilà, et elle donc est en 59. Donc là cette fois c'est Christian Clavier qui vient faire le guest en lieu et place de Gérard Jugnot dans la précédente édition. Il y a un petit rôle de Jérôme Commandeur aussi. Oui, il y a Valérie Carcenti, Joséphine Draille. C'est celle qui joue la copine de Vincent de Sagna. Ah oui, qui était déjà dans Paris à tout prix d'ailleurs. Qui était déjà dans Paris à tout prix. Jean-Luc Couchard, tiens. Oui. Dans un petit rôle. Voilà, donc que dire de plus? C'est une suite qui est rondement menée, qui on reprend vraiment la même recette. Alors là, les gags vont peut-être un peu plus dans le dans le pipi caca en fait. Ouais. Il y a beaucoup de là, c'est là où on commence à voir apparaître les blagues de pénis dans les films de la show. Oui, c'est là, oui, parce qu'il se fait mordre par une araignée à un moment. Voilà, il se fait mordre par une araignée. Je crois qu'il y a un moment aussi où on voit un kiki. Ouais. Il y a l'autre qui porte des strings sous ses machins. C'est trop drôle. Ouais, donc là, on est peut-être arrivé. Alors, on est peut-être arrivé à la fin c'est le début de la fin. Alors, on sent qu'on est mal. Et pourtant, le succès appelle le succès parce que ce film-là a fait plus de 3 millions d'entrées. C'est-à-dire 1 million de plus que le premier volet. Que le premier volet. Et donc, c'est là qu'on commence à se taper la tête sur les murs. En se disant, alors, est-ce que. Je sais plus si c'est le meilleur. Je crois. Non, c'est pas le meilleur. C'est parce que. C'est le suivant. C'est le suivant qui va encore atteindre un autre palier. Mais Babysitting 2, on est dans le 2e meilleur score de la bande à Fifi. Un autre grand désarroi. Enfin, mon grand désarroi. Je ne sais pas pour toi. Mais effectivement, là, on sent que ça devient tellement mécanique que ça aurait pu être écrit par une machine. Et pourtant, ils sont plus nombreux. Et donc, dont un mort. Si on en croit la page Wikipédia. Voilà. Ouais. On passe en 2015 du coup. On passe en 2015 pour alibi.com. Non, c'est en 2017 pardon. On était déjà en 2015, donc en 2017 on passe à alibi.com. Donc alibi.com, donc nouvelle réalisation La Show. Voilà. La Show Arruti est encore perdu dans le mort au scénario. Voilà. Il est partout. On le retrouve jusqu'en 2017. Non, 2020.
En 2020 également. Et 2021. Bon, je pense qu'en fait, il voulait écrire Pierre Lachaud, mais qu'il n'a pas de fiche. C'est possible. Oui, mais là, ça ne renvoie pas sur des fiches. Donc, non, à mon avis, c'est Pierre Lachaud. Mais effectivement, c'est n'importe quoi. Non, regardez, là t'as Pierre Lachaud et Pierre Dudon. Oui, mais je sais pas. Ici, on fait aussi bien qu'à Neuilly, on fait voter les morts et on fait travailler les morts. Alors, ne faites jamais confiance à Wikipédia, il y a plein de conneries dedans. C'est Victor Hugo qui disait ça. Ouais, c'est ça. Alors, alibi.com qui part sur un principe, pour moi c'est du vaudeville ou du marivaudage, qui est sur un principe très simple, c'est une compagnie qui est là pour te sortir de la merde et te sortir de toutes les excuses possibles pour pouvoir aller voir ailleurs ou pour ne pas forcément faire ce que tu dois faire. Voilà, en gros, comment dire, elle élabore ton mensonge, quelle que soit la raison. Voilà, ça peut être parce qu'il est parti tromper, parce que quelqu'un est parti tromper sa femme ou son mari, ou alors ça peut être pour aller voir un match de foot avec les copains plutôt d'aller au dîner de famille, quoi. Voilà. Donc c'est un concept fort intéressant, hein, je te cache pas. Donc qui permet de pas mal de portes qui claquent, comme au théâtre, parce que pour moi c'est peut-être l'un des films les plus théâtrales de la filmographie, avec le suivant aussi. Voilà. Et donc on va retraverser. Donc là cette fois-ci c'est plus Christian Clavier, mais c'est Didier Bourdon. Qui va faire la caution comique des anciens, entre guillemets. Didier Bourdon et Nathalie Baye. Et Nathalie Baye, même si elle ne dort pas beaucoup. C'est pour ça qu'elle baille. Et donc, évidemment, avec sa société, en fait, il va subitement tomber amoureux d'une fille jusqu'au moment où elle va le présenter à ses parents. Et la patatras. C'est deux clients. Voilà, le père, en fait, est le client qui lui a demandé de monter un dossier pour tromper sa femme. Voilà. Donc voilà, puis alors effectivement, du coup, il rentre dans une surenchère de mensonges pour à la fois protéger le secret de son père et en même temps mener de frein à sa relation, etc. etc. Voilà. Sachant qu'en plus, ce qui est super drôle, c'est que la fille ne supporte pas le mensonge. Elle a viré son dernier mec parce qu'il avait triché au Monopoly, je crois, ou une connerie comme ça. Voilà, c'est une relation bien partie. Ce qui permet pas mal de gags, c'est surtout que comme ils vont aller en vacances au même endroit que la relation extra-conjugale du père, ça permet pas mal de ce que j'appelle des claquements de porte. Voilà. Des cache-toi dans la penderie ou vite, faut pas qu'elle te voie là. Et à noter également l'arrivée dans le groupe d'Élodie Fontan. Oui. Qu'on avait vu avant dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Pas subir, toi. Voilà, mais alors c'est là aussi où je dis que c'est vraiment un film d'un groupe de potes, c'est qu'en fait Élodie Fontan est la compagne de Philippe Lachaud. Voilà. Donc du coup il l'a ramené dans la bande, quoi. Ça veut dire qu'ils couchent ensemble. c'est embêtant. Voilà. Non mais j'étais pas au courant, donc j'ai pas regardé ça. Donc voilà, puis sinon voilà, on note des apparitions de Cadmerade, Mehdi Sadoun, avec une des blagues de beat, c'est Mehdi Sadoun. Forcément. Michel Larocque. Voilà, Normand, Joe Star. Joe Prestia. Joe Prestia, oui. Norman Tavo aussi, qui a un rôle assez marrant. Non, mais voilà. Donc, Chantal là-dessous, qu'on verra aussi dans plusieurs films. Et alors, c'est normal que Valériane de Villeneuve ne soit pas morte, parce qu'en fait, elle est la femme de Cadmerade dans le film. Donc en fait, elle était grimée en grand-mère. Oui. Dans l'autre, mais en fait, c'est pas une grand-mère dans la vraie vie. Non, elle a que 60 ans. Faut arrêter. Non, c'est... Tu m'as perdu, là. Que dire d'autre sur ce film ? C'est divertissant. Voilà, mais que en fait le problème c'est qu'on va dire ça souvent des films aujourd'hui. C'est que c'est divertissant, c'est que c'est pas mauvais, mais il manque quelque chose. Mm-hmm. Il manque quelque chose que les films de Rim Kérissi ont, mais que là il y a pas. Il y a pas. Il manque une patte, il manque quelque chose. Donc, on est toujours effectivement sur des films ultra courts, très référencés.
Ouais, on est sur du 90 minutes, c'est parfait pour une diffusion sur TF1. D'ailleurs, TF1 a mis des billes dedans. On est sur. Non, on est sur un film. Alors, ça va pas être négatif ce que je vais dire, mais c'est un film de télé. C'est parfait pour une première partie avec 2 coupures pub. Ouais, non, mais ouais. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas mauvais. Ça, loin de moi le dire, c'est que ça passe. Mais disons que c'est pas un chef-d'œuvre. Enfin, puis je crois pas que ça cherche à être un chef-d'œuvre non plus. Je crois pas. Non. Je m'interroge. Non, mais on a toujours ce côté référence. Cette fois-ci, ils font une blague sur Assassin's Creed. Alors, si Philippe Lachaud pouvait nous écrire pour nous indiquer s'il a voulu faire un chef-d'œuvre ou pas. Parce qu'on se pose la question. Parce qu'effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est de l'artisanat. Voilà. Non, mais pour moi, c'est positif. Hein. Je respecte le petit artisan qui fait son film dans son coin. Et qui, enfin, avec quelques milliers de dollars de TF1 derrière. Oui, ouais, c'est de l'artisanat friqué. Bon, mais, d'accord. Oui, mais c'est quand même plus sympa que quelqu'un qui est persuadé de faire un chef-d'œuvre et qui sort la brosse à reluire. Ariel Dombal. Voilà. Bah, je préfère quand même quelqu'un qui c'est honnête. Je préfère quelqu'un d'honnête. Voilà. En tout cas, voilà, là, pour le coup, on est sur le plus gros succès de la bande à Fifi. Voilà. Ce sera son plus gros succès en termes d'entrée, en termes de recettes. Alors, on ne sait pas encore pour le dernier oui. les chiffres, mais bon, a priori, peu de chance pour que ça change. Ensuite, 2017 sort la même année le film de Rim Kérissi, le deuxième film de Rim Kérissi, Jour J. Jour J, donc avec toujours Philippe Lachaud en co-scénariste. Voilà. Et donc avec Nicolas Duvauchel dans un des rôles principaux. Dans le rôle principal même. Oui, exact. Exact. Et puis Rim Kérissi dans le rôle féminin principal. Voilà. Donc, alors l'histoire c'est... là c'est le triangle amoureux cette fois. Tout simplement. Donc là aussi on est sur quasiment un film de théâtre avec les portes qui claquent. Tu lui as dit, non, mais je savais pas que j'avais couché avec... Et au final, les 2 filles qui se découvrent qu'elles étaient amies d'enfance, amies, qu'elles se connaissaient. Oui. C'est un peu gros. Oui, alors pour la faire rapidement, donc c'est l'histoire de Mathias. Voilà, qui rencontre Juliette à une soirée, ils couchent ensemble. Voilà. Elle lui laisse une carte, et sauf qu'en fait Mathias est déjà maqué. Avec Alexia. Qui n'en peut plus de cet homme qui refuse de prendre décision. Et donc Alexia découvre la carte de Juliette dans la veste de Mathias. Mais Juliette est organisatrice de mariage. Elle est wedding planeuse. Donc du coup, Alexia pense que Mathias veut l'épouser. Et du coup, Mathias, il est bloqué. Et donc il décide de faire appel à Juliette pour organiser le mariage. Voilà. voilà. Donc évidemment, là, on est sur le triangle amoureux classique où effectivement, on parle de cette situation qui va créer des tensions, d'autant plus que donc on découvre effectivement qu'elles se connaissent de l'enfance. Ouais, et qu'elles peuvent pas se blairer. Enfin, que Juliette ne pouvait pas blairer Alexia. Parce qu'en fait, Juliette était le souffre-douleur en fait. C'est ça, de l'Alexia et de sa bande de copines. Et puis, mais qui va aussi donc après contribuer en réalité à rapprocher les deux, Mathias et Juliette. Voilà. Dans une belle histoire d'amour qui finira. Voilà. Mais comme Paris à tout prix, j'ai envie de dire, ça suit un scénario assez convenu, mais sans tomber dans les clichés. Sans tomber dans la facilité, parce que en fait, tout est réaliste. C'est ça. C'est ce qu'on peut reprocher aux autres films. C'est que là, on comprend Juliette. En fait, on comprend tous les personnages qui ont des motifs et qui avancent à leur rythme. C'est ça. En fait, on sent que l'évolution des personnages n'est pas forcée, rushée, parce que on a passé trop de temps sur une phase et après, vite, faut terminer le film. Donc, on accélère tout. Non, tout s'enchaîne. En fait, tout progresse. En fait, on sent une sensibilité et on sent que justement on sent un autre rythme par rapport. Je pense que c'est vraiment une question de rythme et que le rythme de l'humour de Rim Kérissi est différent de celui des. Et une fois encore, on parle d'humour, mais c'est pas de l'humour en mode on va rire à gorge déployée. Même si certaines blagues font mouche quand même. Mais c'est plus mignon en fait. Voilà.
Oui. Non, mais c'est. C'est gentillet, quoi, comme film. Non, mais oui, moi j'ai préféré. Et non, mais c'est bien en plus que tu dis ça sur l'histoire du rythme, Ah oui. parce qu'au final, comme tu dis, il y a bien une différence de rythme et c'est le film de toute la bande à Fifi qui a le moins bien marché. Ouais. Oui, c'est ce qui est dommage. Mais Mm. c'est bon, voilà. Après, si je me gourre pas, il est sorti en... Ah non, il est sorti en avril. Non, il est sorti en avril 2017. Alibi.com est sorti quand? Hop, il est sorti en février 2017, donc avec 2 mois de décalage. Ouais, non. Non, mais alors, moi, j'ai pas forcément d'explication là. Bah, c'est juste que pour moi, en fait, c'est ce qu'on disait un peu, est-ce qu'on est vraiment dans la bande à Fifi, quoi. En réalité, c'est toujours la bande à Fifi, mais en fait, Bah, c'est deux publics différents, en fait. on retient donc il y a Philippe Lachaud et Stéphane Rousseau Un tout petit caméo. dans un petit caméo. Il y a quand même Julien Arruti qui est présent. Il y a Il y a Chantal Lobby. Chantal Lobby qu'on retrouve. François Xavier de Maison qui était dans la première. Dans le premier film déjà. Qui est un peu comment dire, qui est un peu justement l'argument comique du film. C'est ça. Et Lionel Astier. Qu'on retrouve aussi cette fois-ci dans le rôle du beau-père. Voilà. Donc certains ont choisi Christian Clavier, d'autres ont choisi Lionel Astier. Ma préférence va d'un côté plus lyonnais. Sylvie Testu aussi. Oui, Sylvie Testu. On voit que en fait ils font partie de la même bande, mais ils côtoient pas les mêmes sphères, quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Enfin bon. Non, mais c'est. Enfin, pour moi, on est dans le haut du panier vraiment de la bande à Fifi, mais effectivement, est-ce que c'est réellement la bande à Fifi? Voilà. Enfin. En tout cas, catastrophe au box-office. Catastrophe, accusation de plagiat aussi. Ah. Oui, regarde. Hop, Donc ça vient des scénaristes. Enfin, la scène d'attraction du film plagie un extrait de la série américaine How I Met Your Mother. Ah, la rencontre en costume. Voilà. Mais bon, c'est pas... Alors j'ai envie de dire, si aujourd'hui, dès que tu fais une scène de bal costumé, on t'accuse de plagier un film, je veux dire, on n'est pas sorti, quoi. Mais bon, selon certains commentaires sur la vidéo de Copy Comics, on a le plagieur serait l'un des scénaristes, et ce serait Stéphane Kazadjian, auquel on n'a pas encore parlé, qui était déjà auteur il avait également scénarisé le film Pattaya, dont certains films... qui était déjà un plagiat Ouais, alors ça, je trouve ça un peu facile de dire ça dans la mesure où Pattaya est un film avec dans un des rôles principaux Malik Bentala. Voilà. Donc je pense plus qu'il a contribué à l'écriture du film avec ses vannes que le scénariste a vraiment plagié le... Oui, mais bon, Stéphane Kazadjian est le réalisateur de Bad Buzz, rien que pour ça. Rien que pour ça. Ah, par contre, il est scénariste de Bloody Mallory. Voilà. Est-ce que tu veux vraiment le sauver? Mais ouais, donc le plagiat de... Et de Taxi 5. Est-ce que tu veux vraiment le sauver? Non, mais bon, je trouve ça un peu facile de dire qu'il a plagié des sketchs de Malik Bentala dans un film dont Malik Bentala est probablement producteur et a touché au scénario, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, il y a eu une vidéo de Copy Comics sur ce film. Sur le film Jour J. Donc il fallait le noter quand même si bon, ça concerne uniquement la scène d'ouverture, que ceci, que ça. Et que effectivement ça peut porter à question. Enfin, dans un sens, est-ce que c'est réellement du plagiat? Mais bon. Autre chose? Non, j'adore les Louis. C'est tout. Voilà. Donc on enchaîne. Donc, vas-y. On enchaîne avec en 2017 toujours. Ça fait 3 films en 2017 avec Épouse-moi mon pote. Épouse-moi mon pote, cette fois-ci réalisé par Tarek Boudali. Voilà. Donc et scénarisé par Tarek Boudali et Pierre Dudon. Un mort. Pierre Dudon qui n'est pas... Qui sur la page Wikipédia n'apparaît plus. On est bien. Alors, épouse-moi mon pote. Donc Tarek Boudali, donc c'est la première réalisation.
Jusque-là, il était surtout le sidekick infatigable de Philippe Lachaud. Oh, il était aussi présent dans Paris à tout prix en tant que frère. Oui. Donc pas. Mm. Il est quand même pas mal présent, même en dehors de Lachaud. Et donc là, qui passe à la réalisation. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de deux amis qui vont se marier pour permettre à l'un de garder ses papiers et rester en France. Voilà. Mais deux amis hétéros. Forcément. Alors, je suis donc là comparé. Là, j'étais en train de regarder pour comparer parce qu'il joue le rôle d'un Marocain qui quitte sur le Maroc natal, et là effectivement Tariq Boudali est effectivement d'origine marocaine. Donc on n'est pas dans le cas de Rem Kérissi. On n'est pas dans. Je suis chiant, hein. Je suis chiant. Donc il quitte donc le Maroc pour devenir architecte, sauf qu'il participe à une soirée trop arrosée et il rate son concours, et donc il finit dans le BTP. Sachant qu'entre temps, en fait, il loupe son renouvellement de visa parce que comme il n'est pas accepté à l'école, il ne peut plus avoir le visa étudiant, donc normalement c'est retour au pays. Voilà. Et donc il choisit de rester, et pour quelques années plus tard, après quelques années de clandestinité, il rencontre Fred, joué par Philippe Lachaud, voilà, qui emménage avec sa copine, et il décide, en voyant un fait à la télé, dans la presse, d'épouser Fred pour garder ses papiers, sauf qu'ils vont se ramasser un contrôleur, un inspecteur des mœurs, on va dire, voilà, ça, un peu méticuleux, on va dire, qui va chercher à voir s'ils sont réellement en couple ou si c'est un mariage blanc. Voilà. Et donc là, on est clairement sur une sorte de comédie de quiproquo. On reste sur les comédies de boulevard, très intéressant, mais là aussi l'aspect cinématographique est un peu délaissé, on va dire ça comme ça. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais, ça fait rire, mais bon, là, la lassitude commence à prendre. Et surtout, la question, c'est un des points qu'on commence peut-être à remarquer, qui, je pense, est spécialement appuyé avec ce film, c'est qu'on rit, mais aux dépens. Non. Moi, je dépense pas, mais bon. Aux dépens. Ça m'a pas fait tilt comme ça sur celui-là. Non. Donc, non, ça m'a pas fait. Et moi, alors on en reparlera peut-être après dans le commentaire global, mais il y a un truc, c'est un peu sur ce sujet où je suis partagé. Parce que d'un côté, j'ai trouvé que, effectivement, donc on est très clairement sur, ils caricaturent des homos parce qu'ils sont pas du tout homos, et que Oui. donc tout de suite ça part en mode forcément les homos s'habillent avec des fringues entre guillemets de tapette, et puis ils vont dans des boîtes où ils vont tous s'allumer, etc., etc. Oui, mais de l'autre côté, tu as le personnage du Black qui montre une autre facette de l'homosexualité, donc et qui aborde un point un peu difficile, et même le personnage de Philippe Lachaud, en fait. Oui. Qui se découvre au final. Voilà, qui petit à petit va se rendre compte que il est peut-être réellement. Non, spoiler, il est. En fait, c'était ça, c'est sans vouloir. Alors, j'irais peut-être pas accuser le film d'homophobie, mais par contre, je vois un mot qui me semble juste, ce sont des poncifs dépassés et éculés. Oui, des blagues faciles. Voilà. Mais en fait, pour moi, ce que j'ai vu, c'est que comme il y avait ce personnage de Black, tu avais deux revers de médaille, donc deux côtés différents. Pour moi, c'était tellement bien de parler de l'homosexualité en banlieue chez les personnes noires. Oui, alors pour étayer, en fait, les deux personnages principaux vivent dans une cité difficile qui est tenue par une sorte de chef de gang. Et au final, ce chef de gang qui n'arrête pas de jouer les durs et les virils et les machins, à un moment, va les voir et leur dit mais en fait, je suis gay, il n'y a qu'à vous que je peux en parler. Voilà. Et ce moment qui est vraiment particulier, il fait tellement. Il ouvre des portes. On va dire ça comme ça. Il ouvre des portes intéressantes. Et aussi des culs. Voilà, ça c'était une blague à la Lachaud, je suis désolé. Ouais. Non, mais là, il ouvre des portes intéressantes. Et le simple fait qu'il y ait ça, pour un film de. On était en quelle année à cette époque 2017. 2017. Moi, je trouvais ça bien.
Moi, je trouvais ça bien qu'on en parle comme ça. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que, comment dire, j'irai pas taper sur le film, mais ce film a justement créé un vrai débat sur est-ce qu'on rigole des homosexuels ou est-ce qu'on rigole des clichés. Mm. C'est le vrai débat du... En fait, et c'est, on y reviendra après, mais c'est la vraie question, en fait, qui traverse toute leur filmographie. Ah, est-ce qu'ils sont réellement un problème ou est-ce que Ouais. ou est-ce qu'ils sont juste simples? C'est ça. Alors moi j'ai ma petite réponse hein, et Moi aussi. ma conclusion ça va juste être que c'est des gros beaufs en fait, mais Oui. qui s'assument comme ça et que Bah oui, mais c'est pas s'il n'y a pas de méchanceté derrière, si c'est juste parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on sait pas. Pour moi, enfin, bah, ça arrive, ça arrive. Mais bon, je n'arrive pas à m'en sortir de ma phrase. Non, mais voilà. Mais en fait, pour moi, c'était déjà pas mal une blague rattraper le reste. Voilà. Enfin, une blague. Non, c'est même pas une blague. Ça a rattrapé ce qui manquait. oui, oui. Non puis alors il y a le passage alors on retourne au Maroc après dans ce film bizarrement. Oui, bah oui, pour un final, un mariage final. Voilà, mais moi le passage qui m'avait fait marrer justement c'est avec l'ambassadeur du Maroc, enfin le consulat marocain. Donc oui, pour spoiler, en fait, finalement, comme lui, il finit renvoyé dans son pays, c'est elle qui va là-bas et il se marie là-bas, etc. Et là, c'est comment dire, l'attaché, alors je sais pas quel est son titre, mais c'est la personne du consulat marocain qui accuse la française de vouloir des papiers pour faire un mariage blanc au Maroc. Voilà. Et qui sort des trucs complètement délirants, comme quoi on le surnomme le Fennec du je sais plus quoi. Oui, non, mais c'est un retournement des valeurs. Mais enfin pour moi c'est une bonne blague. Oui, c'est ce que j'avais dit justement. C'était un des passages qui m'avait fait marrer. Voilà. Non, mais c'est en fait en retournant les valeurs, c'est pour ça que on peut pas dire que ce film est mauvais. Enfin, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. Et un peu, on en revient à ce que je dis depuis le début, de l'artisanat. Ouais. Avec quelques millions d'euros derrière. Bah oui, non, mais oui. Donc là, c'est M6 et Studio Canal qui sont derrière, c'est pas TF1. Comme quoi, en fait, ils bouffent à tous les râteliers. Ensuite. Alors, celui qui aura fait couler beaucoup d'encre, qui aura créé beaucoup de peur. Alors, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, nous sommes en 2018. 2018, donc alors ça, quand il avait été annoncé que ce serait Lachaud qui adapterait Nicky Larson. Tout de suite, on a eu peur. On a eu très peur. Mais en fait, au final, si on prend le principe que c'est une adaptation de Nicky Larson, la VF, et pas de City Hunter, le truc, on a échappé au pire. Voilà. Sachant qu'on retrouve donc c'est gavé de références. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont très cinématographiques. Je pense à la toute fin du film où on voit apparaître les oiseaux. Vous savez, comme dans la version animée, les oiseaux animés en deux temps derrière les personnages dans les moments de malaisance. Et justement, pour parler de cinéma, c'est peut-être le plus cinématographique de leur film. Oui. C'est le seul où il y a vraiment où ils essayent de faire des effets. Bon, alors après, très certainement inspiré par les BD et par le manga et par l'animé. Oui, ils essayent de refaire les effets de l'animé. Je me souviens, donc il y a des ralentis très très beaux, il y a des... là, Philippe Lachaud, il s'est pas foutu de notre gueule. Après, alors c'est ultra référencé, comme tous ces films. Il y a toujours une référence à la culture, pareil, de ceux qui ont grandi dans fin des années 80, début des années 90. Donc là, plus spécialement porté sur les références dessins animés. Moi, il y en avait une qui m'avait bien fait marrer, c'était quand il demande une bière. Il appelle une serveuse, il appelle Ranma et il dit un demi. Un demi, oui. Ah oui, j'avais zappé celle-là. Mais en même temps, moi, il y a un truc qui m'avait un peu marqué dans celui-là, c'est que, pour reprendre l'exemple du premier babysitting et de Mario Kart, ils n'ont pas dit que c'était Mario Kart. On l'a vu de nous-mêmes. Oui. Alors que là, je trouve que toutes leurs références sont énoncées, appuyées par la parole. Le pire étant peut-être l'apparition de Dorothée. C'est ça, c'est exactement à ça que je pensais.
Oui, où il se trouve obligé de lui faire dire j'adore vos chaussettes, rouge et jaune à petits Et pois. voilà, et derrière de préciser rouge et jaune à petits pois, sachant qu'on a bien eu un gros plan sur les chaussettes avant. Voilà. Et c'est peut-être simpliste pour ceux qui n'auraient pas compris que c'était Dorothée. Et non, oui, effectivement, après, on retrouve Didier Bourdon et Julien Routy qui a un rôle un peu plus important cette fois. Désolé, j'étais parti ailleurs. J'étais parti sur de la syphilis. Là, what the fuck. En tout cas, voilà. Alors, on a un peu le côté effectivement pervers de Nicky Larson qui arrête pas de mater des filles, etc. Là, je suis sur la distribution de. Mais avec aussi Pamela Anderson. Pamela Anderson, effectivement. Ouais. Dans le rôle de Jessica Fox, actrice ardeuse. Parce que. Attends, c'est ardeuse Non. c'est Actrice juste, tout court. Non, elle est juste là pour faire de la promotion de lingerie. Je pense que. c'est la promotion de la lingerie. Oui. Ouais, mais sinon, non. Mais bon, c'est filmé quand même d'une manière tellement érotique qu'on pourrait se. Enfin, érotique. En fait, je pense que Jessica Fox, Pamela Anderson, en fait, joue le rôle de Pamela Anderson qui a eu la carrière cinématographique de Pamela Anderson. Ah merde. Tout simplement. Ah merde. À savoir qu'elle n'a pas fait de film de boule, mais qu'elle a fait des films où, effectivement, c'était Pamela Anderson en maillot de bain, quoi. Ouais, c'était son boule. Donc il y a Jérôme Le Banner, il y a Gérard Jugnot de retour. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est Rim qui est ici, qui joue la fille tatouée. Oui. Tout ce qui est tatoué n'est pas amoué. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une telle peur avant de voir ce film-là, qu'au final, ça passe bien. Mais en fait, l'attente était tellement mauvaise. Oui, que ça ne pouvait être que rassurant. Qu'il aurait été. En fait, on s'attendait tous à lui tomber dessus, et au final, non, pas du tout. Et le film est bon. Et puis, alors, il y a plein de références, évidemment, à tous ces dessins animés qui passaient au Club Dorothée. Je veux dire, on a l'inspecteur Gadget à un moment. Justement, la pension des Mimosas, à un moment, qui est sur une pancarte. Là, je suis en train de chercher. Donc, il y a les Chevaliers du Zodiaque. Jeanne et Serge. Voilà, on a parlé de Ranma 2000 déjà. On a une petite. Sur une bannière, réforme de l'enseignement, le collège devient fou, forcément. Oui. On a beaucoup de choses sur un peu tout et n'importe quoi. Voilà, l'annonce pour dire le petit Rémi est attendu par sa famille. Voilà, il y a une apparition de tortue géniale aussi dans un caméo. Oui, effectivement. Ouais, non. Et voilà, le folle des soies sauvages, comme tu disais. Oui. Le vol en formation des oies sauvages. Du merveilleux voyage de Niels Holgersson au pays des oies sauvages. Parce que bon. Avec un titre pareil, il y avait forcément des oies sauvages. Voilà, non, mais c'était. Au final, c'était plutôt bien. Bon. Après, si vous vouliez voir une adaptation de City Hunter, la vraie BD, enfin le vrai manga original, c'est pas ça. Ça reste un film de Philippe Lachaud après. Ah oui, on est sur une comédie facile. Après, dans l'histoire, est-ce qu'on a évoqué l'histoire ou pas Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Nicky Larson, qui est chargé de retrouver un parfum permettant aux gens de tomber amoureux, voilà, de la personne qu'ils sentent. Premier gag du film, non pas premier gag, mais premier gag de cette aventure. Le parfum est donné à un homme et Nicky Larson tombe amoureux d'un homme. Voilà. Et on en revient au débat précédent en fait. Voilà, sur l'homosexualité, l'homophobie, possible ou pas, ou c'est juste parce que Nicky Larson, il aime les femmes, si on le faisait aimer les hommes. Didier Bourdon en plus. Ouais, Didier Bourdon, donc pas n'importe quel homme. il compte pour deux. Voilà, donc s'ils aiment les hommes. Mais moi, je pense que clairement, c'est juste parce qu'ils prennent le contre-pied, et puis le contre-pied con de base,
sans réfléchir plus loin. Donc, enfin, pour moi, je taxerai pas d'homophobie. Non, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Non, pas grand-chose. Donc, c'est peut-être le moment de rebasser les musclés. Parce que... référence au Club Dorothée. Ah. T'es à tous, tiens, dans ce podcast. Oui, on l'avait absolument fait exprès. Tiens. C'est vrai, on l'avait absolument fait exprès. Ensuite, nous sommes 2 ans après, donc ils ont mis un peu plus de temps pour celui-là. Il y a eu le confinement, je crois, entre-temps. Hein. Ah bon? Ah oui, avant celui-là, oui. Il devait sortir avant, et en fait, il y a eu le confinement, donc il est ressorti après. Donc il est sorti en 2020, 30 jours max, qui est bon. Deuxième réalisation de Tarek Boudali. Alors moi je te cache pas, donc hors micro, je te cache pas que pour moi c'était le plus mauvais. Voilà, c'était celui où j'ai eu le plus de mal, parce que pour moi il va pas assez loin. Alors l'histoire grosso modo c'est Ryan, joué par Tarek Boudali, qui est un policier branque, mauvais, voilà. À qui on annonce qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Donc du coup, il va se croire totalement invincible et tenter de reconquérir la femme de son cœur tout en faisant son métier comme s'il était invincible. Enfin, non, comme s'il avait rien à perdre. Voilà. Tout en sachant qu'il commence par piquer de l'argent à un mafieux pour aller vivre une belle vie. Oui. Pour moi, c'est celui qui va... Il va pas super loin. Je pense qu'il aurait pu aller avoir plus de niaque. Il manque quelque chose et ça m'a énormément gêné. Je sais pas pour toi. On retrouve au scénario le fameux Pierre Dudon. Alors les gars, vérifiez vos fils Wikipédia, merde. Qui on retrouve. Donc c'est une production M6, c'est Studio Canal. On retrouve donc il y a Marianne Chazelle. On retrouve José Garcia dans le rôle du mafieux. Rim Kérissi qui revient. Voilà, on a Chantal là-dessous qui joue une rôle la mère d'un flic prostituée. McFly et Carlito Rimka, Hugo Luris, voilà. Alors que dire pour moi ça va pas très loin. Oui, alors c'est vrai que là on sent que ça commence à tourner un peu à vide. Ça me fait penser que c'est la deuxième fois qu'on voit Rimka en fait dans leur... Ouais, c'est... La précédente c'était avec le gars de Vitry. Ah non, je confonds avec Pattaya. Ah oui, non. Non. Ouais. My bad. Non, il est pas dans Pattaya, il est dans Pattaya mais pas dans celui-là. Que veut dire de plus? Moi j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. Effectivement, on sent que ça commence à tourner un peu à vide. En fait, c'est surtout que t'as une telle idée, tu pourrais aller tellement plus loin dans la folie. C'est donc certes, il y a des plans, des plans pour les bandes annonces, là où il saute par la fenêtre avec le rouleau des pompiers, de la lance à incendie. De la lance à incendie. T'as des gars où on a l'impression qu'ils sont là uniquement pour créer la bande annonce, pour être présents dans la bande annonce. C'est les money shots. C'est le terme américain, les money shots, où on crée des séquences spécialement pour pouvoir faire vendre le film à un public. Mais du coup, pourquoi? Non, mais moi, c'est celui qui m'a gêné le plus, celui-là. Toi, tu dis que c'est le suivant, oui. Mais moi, pour moi, c'est celui-là qui m'a posé problème. Et non, effectivement, après, moi, je sais qu'il y a pareil, en fait. Après, il y a bien une ou deux scènes qui m'ont fait marrer. Mais pareil, on est toujours dans cette idée du forceps. À force de placer des gags partout, il y en a forcément un qui fait mouche. Oui. Ouais, mais moins bien. Moins bien. Là, même, on sent que c'est du lourd. Enfin, j'ai pas... Bon, vous avez compris, j'ai pas aimé. Voilà. Et donc après, enfin, sorti cette année, vu pour moi il y a 2 heures. Vu pour moi il y a 2 jours, donc... super-héros malgré lui. Donc voilà, donc la bande à Fifi, elle s'était attaquée à Nicky Larson. Voilà, elle s'était attaquée à la comédie policière, enfin elle s'est attaquée à plein de genres, et maintenant elle s'attaque au film de super-héros. Dans un film... bon, alors, à noter que pour la première fois, la bande à Fifi, elle a créé sa boîte de prod.
Oui, BAFP Prod. Exactement. Bande... Ah, si, Prod. Exactement. Attends, j'en profite pour regarder si... Ah bah non. Alors sachez que la boîte de prod, l'adresse Wikipédia amène directement sur la boîte, sur Philippe Lachaud. Comme ça, on est assez clair là-dessus. Donc là, bah, effectivement, pour moi, c'est celui-là le pire, en fait. Pour moi, c'est clairement celui où il n'y a plus d'inspiration. Ouais. Où, voilà, les gags font pas mouche. C'est pas toi, mais moi, dans la salle, à part une personne, c'était silencieux, quoi. Et ceux qui ont aimé, clairement, c'est des gamins de 13 ans. Ouais, je sais pas, parce que, enfin, pour être, il y a le personnage de Jean-Hugues Anglade Mhm. dans le rôle du père qui m'avait semblé touchant. Pour moi, il y avait quelque chose quand même. Mm. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé légèrement meilleur. Alors, légèrement meilleur que le 30 jours max, c'est parce qu'il y avait des petits moments qui touchants. Le moment où, où le trio, j'en perds mes mots, recherche leur frère, enfin leur ami et leur frère. Mhm. T'avais 2-3 passages qui pour moi m'ont touché. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis au-dessus de 30 jours max, parce que pour moi il y avait 2-3 trucs intéressants. Puis aussi dans la façon de filmer Batman, Mhm. voilà, le super-héros du titre, il y avait 2-3 moments que j'ai trouvé assez cinématographiques, assez bien trouvés. La séquence finale où on montre l'affrontement entre le méchant dans le film, hein. Pas vraiment la dernière séquence, filmée avec un gros plan à Karcher. Est-ce que c'est spoilé ou pas? Je ne sais pas. Alors, filmé avec un gros plan à Karcher, ça m'a fait penser au nul. Ça m'a fait penser aux productions télévisuelles et aux sketchs bête et nul. Donc c'est pour ça, pour moi, il y a un petit quelque chose. Et je pense que les nuls sont une des références de ce film caché. Mhm. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah, pas spécialement. Ça me semble un peu contradictoire d'avoir Régis Aspalès et de faire référence au nul. Pour moi, pas forcément, parce qu'ils font. Enfin, pour moi, je suis pas sûr qu'ils réfléchissent aussi autant que nous. Je suis pas sûr. Tu vois, donc pour moi, c'est pas contradictoire si tu réfléchis pas. Mais non, après, non. En fait, là, pour moi, vraiment l'essoufflement, en fait, pour moi. Dans le sens où Philippe Lachaud joue une énième fois le rôle de ce trentenaire ado attardé Bah, qui va se retrouver à mûrir suite à un truc. Euh, Là, c'est ce que je te disais hors micro tout à l'heure. Euh, dans les précédents films, les gags, je trouve, étaient bien préparés parfois. Le gag du Mario Kart dans Babysitting premier du nom, mhm. où effectivement, comme je disais, on voit le kart au début du film, on ne sait pas ce que ça fout là. Ensuite, on les voit à la fête foraine en train de gagner des pluches et à aucun moment on se dit ah tiens ça va servir à ça. Et après, on les voit prendre les cartes et c'est là où ils disent ah bah tiens balance la banane, balance la tortue Ouais. et ça fait Mario Kart. Donc il y avait une construction dans le gag et que je trouve qu'il a disparaît. On est vraiment que sur de l'instantané. Voilà, à chaque fois qu'il y a un gag, c'est un truc qui fait. Alors, à part 2 ou 3 références que Ok. tu vas objecter. Bah oui, que je t'ai sorti en micro, Voilà. le fameux aspirateur qui doit apparaître, qui a plusieurs moments dans le film est mentionné en disant mais il faut qu'on place un aspirateur, faut qu'on place un aspirateur. Voilà, et donc il apparaît finalement tout à la fin. On a aussi le moment du concept car où il y a une vidéo totalement débile, enfin une présentation totalement débile de Vincent de Saïd d'ailleurs Oui. qu'on retrouve à Jean-Luc Anglade qui présente des nouvelles, un nouveau appareillage sur les voitures pour lutter contre Les mauvais les mauvais conducteurs. conducteurs. Donc bon, alors c'est un gag un peu pipi caca avec un truc qui sort Du du siège, siège. oui. Voilà. Mais enfin, pour moi, il y en a. Mais effectivement, ils sont moins bons. Ils sont.
ils sont moins bons. Ils sont moins bons et en tout cas, hormis ces deux-là, le reste c'est que de l'instantané dans le sens où à aucun moment il y a une construction. C'est genre ah bah tiens c'est sous la main et hop on s'en sert pour faire le gag tout de suite. Bah, c'est surtout alors. Non, j'ai pas le droit de spoiler sur un film aussi récent. C'est compliqué. Parce que l'un des retournements finaux où on apprend qu'il a oublié plus que ce qu'il ne pensait. Oui. Voilà. Ce retournement final là, en fait, il y a rien qui l'amène et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et bah il y a ça et puis alors toi tu dis ça mais moi en fait je l'avais grillé. Moi je trouve que ça vient que. Enfin, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Oui. Ouais, mais. Et en même temps, alors je sais pas pareil, c'est parce que je réfléchis trop devant ces films-là, mais je me suis dit ah tiens, est-ce que ça en fait ce serait pas ça? Mais le truc c'est que toi tu l'as grillé. Moi je le pensais, mais à un moment je me suis dit non, c'est idiot. c'est idiot, autant repartir sur un autre personnage, puis ils sont trop. Mais clairement, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Enfin, selon moi. Enfin, ils auraient pu faire autre chose. Ça aurait pu finir avec une happy end, voilà. Mais voilà. Bah, ça se finit quand même un peu avec une happy end. Oui, mais un happy end différent. Là, on est sur un truc de forceps. Mais oui, puis alors idem, c'est celui que j'ai trouvé le comment dire. Enfin, voilà, c'est un peu la globalité du Fifiverse. C'est que on a que des films qui font moins d'1h30, qui sont tous calés sur la même recette. Oui. Et là, je trouve que ça commence à tourner un peu à vide en fait, maintenant. Autant, même si c'est pas des chefs-d'œuvre, etc., je trouve qu'il y avait des choses à changer dans alibi.com, des choses comme ça. Si tu regardes ça en tant que produit, moi je trouve pas ça gênant. Oui, mais alors pourquoi depuis tout à l'heure tu dis que ce sont des trucs d'artisans? C'est les artisans font des produits. Bah oui. Je suis désolé, moi, la guiole qui est un truc d'artisan, c'est un produit maintenant. Oui, mais c'est des couteaux de qualité quand même. Oui, bah ça dépend. Hein. J'ai essayé de tuer quelqu'un une fois, il fallait plusieurs coups. Et non, moi là où je m'interroge beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, cette bande à Fifi, elle est adoubée, on va dire, par nos anciens. Alors la question c'est est-ce qu'ils sont réellement adoubés ou est-ce que parce que le souci c'est qu'à force de ramener un nouvel ancien à chaque film, est-ce que c'est pas une méthode non plus pour faire adouber, c'est-à-dire pour aux yeux du public dire c'est la continuité, mais que c'est totalement artificiel. Alors quand on parle des anciens, parce qu'on parle de Gérard Jugnot qui fait plusieurs apparitions dans plusieurs films, Didier Bourdon également. Christian Clavier n'est venu qu'une seule fois. Bon, là, on a Chantal là-dessous qui réapparaît, Régis Laspalès dans le nouveau. Et donc voilà, dans chacun de leurs films, mine de rien, ils arrivent à tirer, entre guillemets, des grandes références du rire, on va dire, de l'époque. Oui. Régis Laspalès. Oui, alors Régis Laspalès, mais non, mais en fait, moi, ce qui me fait naître cette remarque, c'est vraiment Gérard Jugnot et Clavier par rapport aux Splendides. Donc pareil, une troupe de copains qui faisaient tout ensemble, etc. Et Didier Bourdon par rapport aux Inconnus. Oui. C'est plus, tu vois, au final, Laspalès, là-dessous, etc., c'est juste des caméos. Mais c'est vraiment ceux-là qui sont significatifs. C'est Didier Bourdon et Gérard Jugnot. Oui. Oui. Parce que c'est quand tu repenses au rire sans remonter jusqu'à De Funès, on te dit c'était quoi le rire à la française avant? Tu dis c'était les Inconnus. C'était les nuls, c'était le Splendide, et après tu repasses à Bourvil et compagnie, quoi. Non, c'était Sim. Popek. Ça c'était Guy Montagnier. Ça c'était de l'humour. En fait, moi je vois ça. Enfin, moi je réfléchirais pas comme ça. Moi je vois ça d'un côté un peu plus artificiel. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens pour faire adouber le public. Donc je pense pas que ce soit réellement voulu non plus de la part de... je pense pas que ces grands artistes adoubent réellement, parce que je pense pas que c'est eux-mêmes qui sont allés voir la bande à Fifi pour participer au film. Je pense qu'on les a appelés pour venir faire la chose. Et puis ça s'est bien passé, donc ils reviennent. En général c'est ce qui se passe, hein. Quand ça se passe bien, les gens reviennent. Sauf une fois. Rappelez-moi.
Non, mais pour moi, ce côté-là n'est pas forcément voulu Mhm. dans ce sens-là. Mm. Enfin, dans le sens que tu le dis. Pour moi, c'est totalement artificiel. En tout cas, au début. Mm. En tout cas, Ouais. leurs premières apparitions. Mais Bah, après, ouais. Et après, sinon, effectivement, il y a le côté où il y a cette recette, entre guillemets, où c'est toujours les mêmes ingrédients, quoi. Toujours les mêmes ingrédients, comme Philippe Lachaud joue toujours le rôle d'un grand ado de 30 ans qui va mûrir, qui va réussir à conquérir la fille, etc. Quand c'est pas Philippe Lachaud, c'est Tariq Boudali. ouais, mais enfin bon, t'as déjà vu Christian Clavier jouer autre rôle que son rôle habituel? Régis Laspalès, il fait du Régis Laspalès. Hein, il n'y a pas eu de grande surprise non plus dans les scénarios. Alors, est-ce que moi, ce serait intéressant de voir s'il est possible qu'ils intervertissent leur rôle. C'est-à-dire. C'est-à-dire que Tariq Boudali joue le rôle de Philippe Lachaud et que Philippe Lachaud joue le rôle de Julien Arrouti ou de Tariq Boudali. Julien Routier, alors, on le connaît pas, on le connaît beaucoup moins, mais il a l'air très très heureux dans ses rôles de clown. Voilà. Donc non, mais moi, j'aimerais bien voir s'il est possible pour eux d'intervertir. Je pense je pense qu'ils pourraient faire un truc intéressant. Mm. Mais et puis là, ça montrerait réellement leur capacité d'acting. Mm. Non, je sais pas ce que tu en penses. Et bonne question. Je t'avoue, je me suis pas posé la question Bah, parce que je les vois pas comme vraiment comme des acteurs non plus, quoi. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas les voir comme des acteurs non plus parce que là, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est leur propre scénario. Mm. Ils se sont donné les rôles qui leur ressemblaient. Mm. Et ils font les blagues qui se font entre eux hors caméra. C'est ça. Donc du coup, est-ce qu'ils jouent réellement? Je sais pas. Mm. Mais en fait, en vrai, on peut pas savoir. Ils nous ont pas montré réellement du jeu. À aucun moment, il y a aucun des membres de la bande qui se sont qui a eu une vraie performance d'acteur. Mm. À aucun moment. Ah oui, non. La plus proche, c'est Erin Kérissi. La plus proche, Mm. selon moi, selon mes critères. Mais les autres, il n'y en a aucun qui a réellement joué. Ah oui, non. C'est pas. C'est pas dit négativement. Hein, Oui. voilà. Et après, justement, d'où la question de savoir est-ce que moi je parle d'un essoufflement depuis le film. Est-ce que la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après, justement. Est-ce qu'ils peuvent? C'est pour ça que ce serait intéressant de voir s'ils peuvent pas changer changer leur rôle, enfin faire quelque chose de nouveau. Voilà. Bouger les lignes. Parce qu'une chose est sûre, en tout cas, c'est que c'est pas des films, on va dire, ils s'adressent beaucoup à une génération. Mm. Et même si, comme je disais, dans le film Super-Héros, malgré lui, c'était des gamins de 13 ans qui se marraient pendant le film, je suis pas convaincu qu'ils en fassent un film de chevet. Non, mais moi, moi, ce qui m'a posé question, je l'avais dit, c'est je ne suis pas sûr que dans 10 ans, ce film soit regardable. Déjà au bout de la deuxième fois. Voilà. Non, mais je suis pas sûr parce qu'en fait, il y a des gars qui je te l'ai dit hors micro. Le gag de Notre-Dame qui brûle à nouveau, pour moi, ça va pas le faire. Il y avait un autre gag aussi. J'ai déjà oublié. Ça fait 2 heures que j'ai vu le film, j'ai déjà oublié. Tu vois, c'est symptomatique. Voilà. Le souci, c'est que ça va me revenir au moment où je couperai le micro. Mince, tu parlais de Il y avait 2 gags et puis j'étais sûr que Notre-Dame qui brûle. et puis l'autre c'était ça ne devait pas être grave parce que c'est voilà, mais en fait c'était des gars qui étaient tellement de notre époque que maintenant que dans 10 ans je ne suis pas sûr, c'est un gros risque hein, considérer que les gens vont rire de Notre-Dame qui brûle à nouveau simplement parce qu'elle brûle. Et alors après, moi, tu as dit une chose très intéressante, c'est que ça fait 2 heures que tu l'as vu et tu t'en souviens déjà plus. Alors il y a déjà des moments qui me manquent. Enfin, Mais parce que c'est aussi un peu ça leur... le truc, c'est qu'on n'est on pas est- dans des comédies qui vont perdurer pendant 20 ans. on est sur les trucs de l'instant, donc c'est des films qui sont parfaits pour une diffusion télé.
repas de famille, on rigole, on s'amuse, voilà. Mais après, pour moi, c'est pas forcément négatif, mais c'est ça. C'est que c'est ça. C'est pas des chefs-d'œuvre, voilà. Ça en sera pas, mais c'est pas grave, hein. Chacun fait les films qui lui intéressent. Voilà. Et alors, on a oublié de dire un truc sur le dernier quand même. Ah, vas-y. C'est que il y a dans un rôle secondaire, mais quand même bien visible à l'écran, Georges Corafas. Ah oui. Et big up à Georges Corafas quand même, qui était le méchant dans Los Angeles 2013 de John Carpenter, Oui, face à Kurt Russell. oui. Ah ben voilà. C'était ça. C'était ça. C'était Alain Belmont. C'était Alain Belmont qui est Alain Delon. Mm. Donc bon, Alain Delon, grand acteur. Donc là, le personnage de Georges Corafas qui joue Alain Belmont, qui joue Alain Delon, qui joue la version de Alain Delon, très fier de lui-même, avec un certain Conscience de soi. conscience de soi, voilà. Je suis pas sûr que dans 10 ans, les gens se souviennent réellement d'Alain Delon comme il est maintenant. Voilà. Je suis pas sûr que ce gag marche à nouveau dans 10 ans. Tout simplement aussi parce qu'il y a la question du fossé générationnel, en fait, tout bêtement. Tout bêtement, puis de toute manière, Alain Delon, quand Alain Delon va mourir, parce que je n'apprends rien, tout le monde va mourir. Sauf Michel Drucker. Sauf Michel Drucker, mais qui va nous regarder mourir. Quand Alain Delon va mourir, on va rigoler un petit peu. 2 ou 3 ans après, on se souviendra encore de ces moments où il avait conscience de soi et qu'il se regardait dans le miroir. Mais 10, 15, 20 ans après, on se souviendra plutôt surtout du Guépard, de Visconti et de ses grands rôles. Pas forcément qui est de Astérix aux Jeux Olympiques. Voilà. J'ai réussi à caser du Visconti dans ce podcast, je suis content. Voilà. Bon, il semblerait qu'on ait fait le tour. On a fait le tour de la bande à Fifi. Alors, au final, pas de grand final. Amusez-vous, c'est drôle, mais bon, c'est con. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure au final, c'est... alors, c'est pas pour dire ça méchamment, mais en fait, c'est des beaufs qui s'amusent et qui ont eu des sous pour faire des films. Ouais, mais ça fait plaisir à voir. Non, mais enfin, certains des films font vraiment plaisir à voir. Donc effectivement, je mets Rim Kérissi un peu de côté parce ces films sont légèrement différents, mais légèrement. Mais meilleurs. Oui, ils sont meilleurs, mais légèrement différents des autres. Mais après, tout dépend de ce qu'on cherche à voir au cinéma. Et on en revient à ce thème éternel. Le cinéma, est-ce du pur divertissement ou est-ce pour réfléchir ? Vous avez 4 heures. Ou tout simplement, est-ce du divertissement ou est-ce de l'art ? Oui. Parce que là, clairement, on peut pas parler d'art. Ah non, ouais, mais on peut parler de divertissement. Non, mais c'est voilà. C'est pas négatif. Certains arrivent à faire de l'art, certains arrivent à faire du divertissement, certains arrivent très rares à faire les deux à la fois. On est là sur du divertissement. Voilà. Donc, mais c'est ainsi. Oh là là, on en est à, j'en suis à 1 heure, presque 45. Sans le charcutage que je vais devoir faire. Et puis on se retrouve bientôt avec un thème girly. Ah oui. On s'explore en dehors de. On s'explore. Oui. Ah là là. On va explorer des terres inconnues. Inconnues de nous-mêmes. Donc je suis. On vous laisse réfléchir. Ouais. On va parler de séries pour une fois. Oui. On va parler de séries. Donc il y aura des films, mais ce sera secondaire apparemment. J'ai déjà commencé et je souffre. Voilà, donc c'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère que vous avez apprécié nous entendre déblatérer sur la bande à Fifi. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires sur iTunes, le pouce bleu, éviter le pouce rouge parce qu'on n'aime pas trop ça, c'est parce qu'il est dans le mauvais sens. Et il est communiste. Il est communiste, puis à chaque fois on essaye de retourner l'écran pour pas le mettre dans le bon côté, mais voilà. Mais la couleur elle change pas. La couleur change pas, donc c'est nul.
N'hésitez pas à nous envoyer un message, le ciné était fermé de l'intérieur @gmail.com, tout attaché. N'hésitez pas à nous donner votre amour sur les réseaux sociaux, parce que nous avons un Facebook que nous n'utilisons quasiment plus. mais ça c'est notre faute. Un jour on s'en occupera. Un jour on s'en occupera. Un jour on postera des choses. Un jour autre que de temps en temps notre podcast. Voilà, donc portez-vous bien et je te laisse, Jérémy, le mot de la fin. Cornichon. À À bientôt.